Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre l'émission Le Débat. Alors, beaucoup de questions se posent sur la région d'Idlib au nord de la Syrie. C'est de cela que nous allons parler avec des experts de questions internationales, car sachez que la Turquie a renforcé sa position dans cette région alors que cette dernière avait exigé une trêve dans la conférence tripartite de Téhéran qui a été vouée à l'échec, car la Russie et l'Iran étaient contre cette trêve et voulant finir avec les terroristes qui habitent encore dans la région d'Idlib au nord de la Syrie. Et justement, l'armée syrienne qui se prépare à lancer une offensive d'envergure définitive et finale à l'encontre des terroristes dans la région d'Idlib, donc soutenue par l'armée russe et bien sûr la République islamique d'Iran par ses conseils, essaye d'en finir avec les terroristes dans cette région. Alors la Turquie, qui est soutenue par les États-Unis et des bases américaines qui se trouvent dans cette région, est naturellement contre en finir avec les terroristes dans cette région. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, des experts de questions internationales, en commençant par M. Saïd Zulfikar, analyste politique depuis Paris. M. Zulfikar, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Luc Michel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mon collègue et à vos téléspectateurs. Voilà, nous démarrons cette émission en parlant d'Idlib, bien sûr. Alors, ma première question va s'adresser à M. Zulfikar depuis Paris. M. Saïd Zulfikar, alors pourquoi la Turquie, que d'une part renforce sa position militaire dans la région d'Idlib au nord de la Syrie, et de l'autre exige une trêve, un cessez-le-feu qui a été annoncé dans la conférence de Téhéran? C'est une politique de deux poids, deux mesures de la part de la Turquie à l'encontre de la région, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir à Téhéran, la semaine dernière, M. Erdogan a reçu à Ankara le nouveau directeur du dossier syrien au ministère des Affaires étrangères américain, M. James Jeffrey. Et, paraît-il, a reçu des assurances des Américains qu'il fallait tout faire, qu'il recevrait l'appui américain s'il empêchait, s'il entravait, du moins, parce qu'il ne pourra pas empêcher, mais il pourrait entraver et retarder les décisions prises par la Russie, la Syrie et l'Iran d'en finir avec la poche d'Idlib. Et qu'en contrepartie, les Américains voudraient coopérer avec lui, avec ses services secrets, pour savoir où se trouvaient, soi-disant, où se trouvaient les chefs des groupes principalement de la Qaïda, qui s'appelle maintenant Hayat Tahrir al-Sham, qui s'appelait Jabhat al-Nusra avant, pour les éliminer. Et que l'Amérique était prête à renforcer les autres rebelles qui sont pro-turcs. Ce sont les Jaish Turkestani, l'armée de Turkestan, les Tchétchènes, tout ce groupe-là, qui se font à peu près 30% des combattants dans la poche d'Idlib, que les Américains aideraient les Turcs à ce que ces rebelles-là soient renforcés et que la Turquie retienne cette poche, cette énorme poche, ayant soi-disant éliminé les extrémistes qui font partie à peu près 70% des combattants. Voilà. D'accord. Reste avec nous, je vous prie. Nous aurons... Oui. Entre les Américains et les Turcs là-dessus. D'accord. Restez avec nous. Nous aurons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Luc Michel, la même question à vous, je vous prie. D'une part, la Turquie qui envoie des troupes, davantage de troupes dans la région et renforce les positions américaines dans la région, et de l'autre exige une trêve simplement dans cette région. Alors, qu'est-ce qui empêche les États-Unis et la Turquie de vouloir la stabilité et la sécurité et revenir la paix dans cette région, dévouée donc de tout acte terroriste? Écoutez, on arrive au bout des illusions du processus d'Astana. Le processus d'Astana, il repose sur une double illusion, ou sur une double manipulation, si vous voulez. Il y a d'un côté des Turcs qui ne suivent que leur agenda politique propre et qui coïncide toujours avec l'agenda des États-Unis et de l'OTAN. Et on a de l'autre côté une Russie qui tient à ouvrir toutes les arcs possibles dans l'OTAN. Ça a pu faire croire pendant un an à un accord, mais l'accord n'est pas possible.
Qu'est-ce qui empêche les Turcs et les Américains de permettre justement la fin de la guerre en Syrie, puisque Idlib sera une victoire militaire, mais qui sera surtout une victoire politique? Qu'est-ce qui empêche tout cela? Ce sont leurs intérêts géopolitiques, justement. Les États-Unis ne peuvent pas accepter une victoire syrienne qui serait une victoire russe et iranienne. Vous devez savoir que les plus importants think tanks américains, comme mon oncle par exemple, qui est une lettre d'information confidentielle très influente anglo-saxonne, aujourd'hui d'une Russie hégémon du Proche-Orient et capable même d'arbitrer la situation sur le Golan, en Israël et au Liban. C'est inacceptable évidemment pour les Américains. Pour les Turcs, c'est encore plus simple. Derrière la politique d'Erdogan, il y a un projet géopolitique. C'est ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la reconstitution non plus d'un empire ottoman, mais d'une sphère d'influence économique, culturelle et géopolitique néo-ottomane qui puisse déboucher plus tard, s'il y avait une guerre mondiale, sur un véritable empire ottoman. Pour cela, il faut déstabiliser le Proche-Orient. Il faut que soit mis en œuvre ce que les Américains ont appelé le projet du Grand Moyen-Orient, qu'on a ensuite appelé le Printemps arabe. Ce n'est pas possible, cet empire néo-ottoman, sans cela. Au milieu de tout ça, il faut d'une part affaiblir l'Iran, qui est apparu comme la grande puissance régionale, et il faut détruire le dernier grand État nationaliste arabe, qui est la Syrie. Vous avez donc des agendas géopolitiques américains et turcs totalement incompatibles avec l'agenda géopolitique russe. D'accord. Merci, M. Zulfikar. Nous avons entendu les propos de M. Luc Michel. Bon, c'est vrai que les États-Unis et la Turquie et certains pays occidentaux, naturellement, font tout pour empêcher que la stabilité et la sécurité reviennent donc dans la région. Car récemment, nous avons entendu, comme tout autre temps, que des casques blancs voulaient mettre en scène donc des attaques chimiques présumées pour donner assez de prétexte aux États-Unis et la France et l'Allemagne peut-être d'intervenir militairement en Syrie. Est-ce que c'est des prétextes, bien sûr, mais ils ont recours à tous les moyens pour empêcher la stabilité dans la région? Écoutez, ils n'ont jamais été pour la stabilité. Leur but était justement de renverser le régime. Alors, pour renverser le régime, il faut le gouvernement, je veux dire. Pour renverser le gouvernement, il faut l'instabilité et c'est eux qui ont stipendé cette guerre. Cette guerre est en préparation depuis très longtemps. Ce n'est pas depuis 2011 quand ça a commencé, c'est depuis 2005 et même depuis 1986 où il y a une déclaration de l'époque de l'ambassadeur qui avait dit il faut qu'on œuvre pour le renversement du régime de Hafez el-Assad à l'époque. Et puis par le père donc. Et puis en 2005, vous avez Wikileaks a dévoilé des correspondances entre l'ambassadeur Ford américain qui était en place à Damas à l'époque, ce qu'il fallait faire pour créer des troubles dans le pays. Et puis vous avez aussi le ex-ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, quand il était à Londres en 2009, donc deux ans avant l'insurrection, qui a été approché par des gens du ministère des Affaires étrangères britannique, l'informant qu'ils étaient en train, avec les Américains, de préparer et d'entraîner des groupes de terroristes pour entrer en Syrie et renverser le gouvernement. Est-ce que la France serait avec eux? Voilà, vous avez des preuves déjà que l'instabilité était le but. C'est la destruction de la Syrie qui est le but. C'est le but d'Israël. La politique américaine, c'est la politique israélienne. C'est une politique israélo-américaine. Monsieur Zulfikar, oui. Mais quand même, Assad a tenu le coup jusqu'à présent et a pu donc résister face à des pays qui ont nourri le terrorisme dans la région, n'est-ce pas? Au début, il a résisté parce que la majorité de la population syrienne était de son côté. Quand on dit que c'est uniquement des chiites, ce n'est pas vrai. L'armée syrienne est constituée de soldats de toutes les ethnies et 70% des soldats dans l'armée syrienne, l'armée nationale syrienne, sont sunnites. Alors c'est pas vrai que c'est un conflit à base religieuse. Donc vous avez une partie de la population, la majeure partie de la population qui est de son côté, ce que nient les Américains bien sûr et les Occidentaux, mais grâce à l'intervention de l'Iran et du Hezbollah premièrement, après l'Iran et la Russie,
le régime a été, enfin le gouvernement a pu reprendre du poil de la bête. Maintenant qu'ils sont sur le point de tout gagner, l'Amérique, et comme vient de le dire notre correspondant à Bruxelles, l'Amérique ne peut pas supporter ni digérer une défaite. C'est le seul pays, pendant le printemps arabe et même avant le printemps arabe, les Américains ont renversé des régimes à droite et à gauche, que ce soit au Kyrgyzstan, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Ukraine, et ils ont essayé chez vous en Iran même. Mais ils ont réussi en Tunisie, ils ont réussi en Somalie, ils ont réussi en Irak. Alors, le seul pays qui tient tête, c'est la Syrie, et grâce à l'appui qu'elle reçoit du Hezbollah, de la Russie et de l'Iran. Donc il faut absolument... Alors la nouvelle stratégie américaine qui a Trump, dans ses déclarations pendant les élections préélectorales, disait qu'il fallait absolument quitter la Syrie. Or, le ministère de la Guerre, le Pentagone, est tout à fait contre. Les partis eux-mêmes, que ce soit les républicains ou les démocrates, qui sont entièrement financés par des richards israéliens comme Sheldon Adelson pour les républicains et Haïm Saban pour les démocrates, les appareils partisans américains sont entièrement financés par des groupes israéliens ou juifs affiliés à Israël. Donc c'est la politique israélienne de destruction systématique de tous les pays, et le but étant l'Iran, qui est le seul de la région qui tient tête à Israël. D'accord. Et pour l'Iran, il faut absolument détruire la Syrie. Oui. Monsieur Luc Michel, votre réaction, je vous prie, face aux propos pertinents de M. Zulfikar. Et je les partage. Derrière ce qu'on a appelé le soi-disant printemps arabe, il y avait auparavant le grand Moyen-Orient de George Bush II, et avant ça, il y avait des plans géopolitiques du Likoud, précisément dans les années 90, pour fragmenter le Levant sur une base mono-ethnique ou mono-religieuse. Donc je partage tout à fait ces propos. L'acte d'attaque contre la Syrie, il est en 2003, lorsque les Américains ont expliqué que leur ennemi, c'était à l'époque Bagdad, Tripoli et Damas, et qu'il s'agissait de détruire l'idéologie nationaliste arabe. À partir de ce moment-là, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est en fait la deuxième phase de ce cycle, mais elle permet surtout de lever des hypothèques géopolitiques. L'hypothèque d'Erdogan, il y a des gens qui ont cru à un tournant géopolitique depuis un an. Il y avait des gens à Sputnik, par exemple, qui ont été d'une naïveté incroyable à ce sujet. Poutine vient de piéger Erdogan, puisqu'il a proposé à l'armée turque de participer aux grandes manœuvres militaires Vostok qui vont avoir lieu dans quelques jours, ce qui signifierait de facto une crise majeure dans l'OTAN. Il faut surtout lever une hypothèque sur Trump. Il y a des gens encore maintenant qui vous expliquent que Trump, ça serait un patriote qui lutterait pour détruire l'establishment américain. C'est de la billevesée. Trump, il est un choix, un scénario politique. Ce choix, il a été fait par un club d'amiraux et de généraux. Ils étaient 121. À leur tête, il y a le général Mattis, qui est aujourd'hui le chef du Pentagone. C'est la fraction radicale anti-russe et anti-iranienne de l'appareil militaire américain. À partir de ce moment-là, Jacques Chirac disait que les promesses électorales n'engageaient que les idiots qui y croyaient. On oublie souvent idiot lorsqu'on le cite. Mais c'est la réalité. Trump a défendu, d'une part, un programme politique soi-disant isolationniste, mais il défendait en même temps des mesures qui sont un renforcement sans précédent de l'appareil militaire américain. Par exemple, le passage de 360 à 440 grands navires de surface pour les flottes américaines. Je rappellerai quand même que l'année précédente, le 14e porte-avions américain a comparé avec les Français, les Russes, les Chinois ou les Britanniques qui n'en possèdent qu'un, le 14e porte-avions a été inauguré par Bush. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'hypothèque Bush, il n'y a plus d'hypothèque Erdogan. On sait quels sont les ennemis du peuple syrien, on sait pourquoi le gouvernement de Damas, c'est un défi qui leur est intolérable, et maintenant, il faut qu'on termine la guerre. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais eu l'avis de la plupart des commentateurs, tout le monde disait, il n'y a pas de solution militaire en Syrie, elle est politique. Moi, j'ai toujours dit le contraire. Je l'ai dit dès 2014, à Damas même. Monsieur Luc Michel, il faut une victoire militaire, il faut nettoyer le pays, liquider les djihadistes,
reprendre le contrôle du territoire national et la solution politique sortira de la victoire militaire. Cette victoire militaire, elle se décide à Idlib. D'accord. Monsieur Luc Michel, certains analystes politiques pensent que la Syrie est assez détruite et là, à ce moment-là, on peut donc terminer la guerre car vraiment la Syrie est un pays détruit. Monsieur Zulfikar, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Non, je ne suis pas d'accord parce que la guerre n'est pas terminée. Même si Idlib tombe, si Idlib est libéré, c'est-à-dire, vous avez encore le tiers du pays qui est entre les mains des Américains. N'oublions pas ceci. Vous avez dans la zone de Tanf 55, bon, c'est une petite enclave au sud, où vous avez une zone américaine de 55 km². Mais vous avez tout le nord-est du pays, toute la zone peuplée en partie par des Kurdes et en partie par des gens d'ethnie arabe, qui fait à peu près le tiers du pays entre les mains des Américains et de l'armée soi-disant démocratique syrienne, qui sont les Kurdes. Donc vous avez pas la fin de la guerre. Les Américains sont là et ils viennent de faire des déclarations depuis hier ou avant-hier. James Jeffrey vient faire une déclaration disant nous ne quitterons pas à la fin de cette année. Nous allons rester, nous ne sommes pas pressés pour partir. Nous ne partirons que quand nous aurons obligé les Iraniens à quitter la Syrie et que Daesh sera assuré de ne pas ressusciter. Ça veut dire que c'est une guerre en permanence. Les Iraniens ne vont pas quitter. Si l'Iran quitte la Syrie, vous trouverez les troupes américaines et israéliennes sur la frontière de l'Iran. Voilà. Il faut absolument que la Syrie survive. Donc la guerre n'est pas terminée et ne sera pas terminée avec la chute d'Idlib. Nous sommes dans une conjoncture très dangereuse actuellement parce que vous avez des bateaux américains qui sont fournis de missiles. Le USS pas Sullivan, l'autre, Ross, vient d'arriver avec 28 missiles cruise Tomahawk. Vous avez un autre destroyer qui vient d'arriver à la mer Rouge qui s'appelle le Sullivan, aussi avec des missiles cruise. Et vous avez un super bombardier qui vient d'arriver au Qatar et qui est prêt à lâcher des bombes. Et vous avez une déclaration du ministre Pompeo, je crois, non, de Bolton, qui vient de dire que nous sommes prêts même à attaquer les troupes russes et iraniennes s'il le faut, s'ils utilisent le bombardement chimique. Est-ce qu'on doit, M. Zulfikar, nier les propos du ministre français des Affaires étrangères quand il a parlé de la victoire, d'une grande victoire d'Assad, le président syrien? Oui, vous savez, il ne faut pas prendre ces déclarations au sérieux. C'est une victoire pour l'instant, bien sûr, c'est une victoire, mais la guerre n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée avec la libération d'Idlib. Parce que les Turcs, premièrement, ne vont pas lâcher le morceau. Eux préconisent d'annexer toute cette zone à celle qu'ils ont déjà reçue à la fin de la Première Guerre mondiale, la zone d'Iskenderun, qui est arabophone et qui faisait partie de la Syrie, de la Grande Syrie, et qui maintenant fait partie de la Turquie, qui joue toute cette région d'Idlib. Eux, leur but, c'est en fait d'annexer cette zone, annexer avec les 3 millions de personnes qui sont là. Voilà, les Turcs, il faut pas se fier parce qu'ils jouent pour l'instant, ils bouffent à tous les râteliers, M. Erdogan. Celui qui va lui profiter le plus et celui qui est en vogue. Bon, pour l'instant, il n'est pas sûr si c'est les Américains ou si c'est les Russes. Voilà, mais c'est un homme sur qui on ne peut pas compter. Tout à fait. Monsieur Luc Michel, votre réaction, je vous prie. Écoutez, mon collègue a à la fois tort et raison. Il a raison parce que Idlib, c'est pas la fin de la guerre, mais c'est une victoire stratégique décisive. Moi, j'ai parlé de la mère de toutes les batailles. Ce qui est important pour Idlib, c'est deux choses. C'est tout d'abord la position centrale stratégique entre la province de Latakia, qui est le deuxième point fort de la Syrie bassiste, et la deuxième chose, à côté de la zone sur l'Euphrate qui est contrôlée par les Américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence américaine en Syrie, stratégiquement, elle a besoin de la zone d'Idlib contrôlée par l'armée turque pour être viable. Les Turcs et les Américains, et c'est en ça que Ankara joue un rôle dans les plans de l'OTAN, ils s'appuient mutuellement. Si Idlib tombe, les Américains auront une position difficile avec des conséquences géostratégiques qui ne concernent pas que la Syrie, puisque la capacité de nuisance des Américains en Irak sera considérablement réduite.
La troisième chose qui est un enjeu, on pourrait appeler politique, c'est-à-dire c'est la question des djihadistes. Vous savez qu'il y a actuellement un plan de relocalisation des djihadistes. En fait, ces djihadistes, que vous appelez tafkiris, vous, mais je vais employer le terme qui est employé dans les médias européens, on les déplace au service de l'Occident, d'un champ de bataille à l'autre, depuis la fin de la première guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques. On les a déplacés en Bosnie, on les a amenés en Afrique centrale, on les a redéplacés en Afghanistan, on les a envoyés en Libye, on les a redéplacés en Syrie. On a mis une partie des djihadistes irakiens qui a formé Al-Qaïda en Afghanistan, où est apparue une grosse force politico-militaire quasiment soudainement. Et il y a maintenant un plan américain de relocaliser ces gens, les relocaliser dans des bases dans certains pays arabes alliés de l'Occident, de façon à ce qu'ils puissent servir ailleurs. Ça, il faut du temps, il faut des structures, d'où l'importance que la bataille d'Idlib soit reportée, que la Turquie contrôle la situation et que l'armée turque favorise cette recolonisation. D'où son renforcement militaire à Idlib, qui directement vise évidemment à intimider l'armée syrienne, les Russes et les Iraniens. Si la bataille d'Idlib intervient maintenant, il y a un double choix. Soit on relocalise ces djihadistes en Turquie, mais les Turcs n'en veulent pas, parce qu'ils ont peur maintenant de gens qui commencent à trahir. Voilà. Et la deuxième chose, on va les détruire sur place. Il faut donc reporter tout ça. Idlib, c'est vraiment la mère de toutes les batailles, Tout parce à fait. qu'elle va conditionner la dernière phase de la guerre de Syrie. Et comme l'a dit mon collègue, et je suis tout à fait d'accord avec lui, d'où l'importance pour les Américains, avec des bombardements, avec de l'intimidation, etc., d'empêcher cette phase finale de la guerre. D'accord. Monsieur Luc Michel, géopoliticien, merci beaucoup d'avoir intervenu dans l'émission Le Débat. Un grand merci à Monsieur Saïd Zulfigar, analyste politique depuis Paris. Ici prend fin cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.